Alors on y va. Tu peux prendre ton outil. Les voix, c'est bon. Là, on peut chanter. C'est bon? Oh, Oui. t'as reçu. Bon. Alors, on parle. Alors, et on se dit bonjour parce qu'on est bonjour, hein, c'est ça. Hein. Oui. Bonjour. Cher Alain, merci de m'accueillir dans cette Alors, belle maison. dans cette masterclass, parce que c'est une masterclass de France Culture qui s'intéresse aux artistes. Et dans ces artistes, il y a une main particulière qui est la main d'Alain Passard. Cette main, est-ce que vous pouvez nous la présenter, Alain Passard? Bon, je ne sais pas si on peut présenter une main, quoi. Bon, d'abord, est-ce qu'on peut privilégier un sens par rapport aux autres? Les 5 sens sont, je dirais, sont déterminants dans l'évolution du travail d'un cuisinier. Et alors, à quel moment considère-t-on qu'un cuisinier est un artiste? Il faut attendre Antonin Carême? Alors Antonin Carême, c'était un petit génie, hein, donc je pense que son père a su très tôt qu'il avait affaire à un fils très malin, très travailleur. Et puis donc il l'a abandonné. Il l'a abandonné, oui. Parce que justement, il a vu qu'il avait affaire à un môme qui allait se débrouiller tout seul, quoi. Hein. Et puis que il est allé très vite. Hein. Il est allé très vite. Et puis, justement, je crois qu'il avait des sens très ciselés et qu'il avait une très jolie main. Mais je pense que Talleyrand a été aussi déterminant dans son évolution par rapport à beaucoup de choses, quoi. Bon, il a quand même créé le vol-au-vent. Et il a créé la toque, alors. Oui, c'est vrai, la toque, et puis le mot chef. Hein. Alors vous qui êtes chef et qui avez beaucoup de toques, on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'Alain Passard est un chef très toqué? C'est une maison qui a quand même quelques années, donc c'est vrai que on a maintenant 3 étoiles depuis 20 ans, et puis qu'on est très suivi par la presse, par les guides, par les différents classements. C'est important pour vous, c'est important d'être suivi par... Oui, c'est important parce qu'un restaurant, c'est avant tout une entreprise. Et il faut que ça tourne. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, faire de la très bonne cuisine, c'est bien, mais on a besoin aussi de la faire connaître. Et c'est vrai que ce sont des moyens qui sont importants pour une maison. Ouais. Ouais. Alors j'aimerais qu'on remonte un peu dans la machine à remonter le temps, ouais. Et qu'on remonte un peu à l'âge où Antonin Carême a commencé à être lui aussi un chef. Ouais. Mais vous êtes rentré dans une cuisine en tant qu'apprenti à 14 ans. Ou avant encore? J'ai eu une chance fabuleuse, c'est de grandir dans une famille qui était quand même assez artistique, hein, puisque donc une mère passionnée de couture, un père passionné de musique, une grand-mère qui était vraiment un très grand rôtisseur, et un grand-père qui était rotinier, vannier, et qui sculptait le bois. Donc c'est vrai que la main était partout. La main était partout. Très tôt, j'ai eu envie de me servir de mes mains. J'avais envie de créer. J'avais envie de... parce que je sentais en réalité que ça me faisait énormément plaisir de faire un collage, de jouer même avec le feu. Parce que très tôt, j'ai eu cette... Au sens propre. Oui, cette grand-mère m'a enseigné cette école du feu, et à l'époque il n'y avait pas de thermostat, c'était le four à bois, et donc ce regard qu'elle avait sur la flamme, elle m'a appris à dompter un peu cette puissance, et je dirais même à l'apprivoiser, quoi. Alors moi j'aimerais voir le geste d'Alain Passard. Oui. J'aimerais voir son geste de rôtisseur. J'aimerais voir son geste de couturier aussi, parce que
je vous ai demandé d'apporter un outil. J'avais envie de dire un instrument, parce qu'il y a le côté musicien chez vous. Je ne sais pas si l'arpège, c'est lié à la musique, mais... Ouais. Et j'aimerais que vous nous disiez quel outil vous avez mis dans votre poche. Oh, bah c'est une aiguille à brider qui est pour moi un outil, un ustensile, mais qui est très important parce que, bon... On dirait le harpon du capitaine Ahab. Ouais, je ne sais pas si on dirait un harpon, mais c'est surtout un objet que j'aime beaucoup parce que, bon, ayant eu une maman qui était sans arrêt en train de coudre, en train de travailler ses étoffes. On vivait au milieu, avec mon frère, on vivait au milieu des patrons, des craies, des vieux tweeds, des pieds de poule. Et il y avait toujours cette aiguille. Et je veux dire que sur le végétal, on peut énormément s'en servir en cuisine, et même sur le tissu animal également. Et je trouve que c'est un très joli geste de faire passer comme ça un fil à travers la pulpe d'une aubergine pour l'associer à autre chose. Et il y a un mouvement qui est assez agréable. Alors là, vous faites danser votre aiguille. Ouais, c'est-à-dire on va toujours chercher je dirais un espace où on va passer cette aiguille, la faire ressortir, le fil qui se balade comme ça. C'est un peu un voyage. Et puis, on pourrait presque dire culinairement qu'il y a également le bouton. Le bouton, j'aime beaucoup cet objet. Le bouton qui peut être une tranche de carotte, une tranche de navet. Dans la cuisine de l'arpège, c'est vraiment un objet qui est très présent. Alain Passard, vous avez tout un champ lexical dans votre cuisine qui est lié à la main et qui est lié au voyage, au geste, le voyage de la main. Qu'est-ce que ça, quand vous dites à l'un de vos seconds fais voyager ta main, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense déjà que c'est un enseignement. C'est un enseignement, je trouve qu'aujourd'hui, au sein des écoles hôtelières, on ne parle pas assez aux élèves de leur sens, et en l'occurrence de la main. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait, comme pour les saisons d'ailleurs, qu'il y ait vraiment, dans une semaine de classe, qu'il y ait peut-être 2 à 3 heures d'enseignement sur la beauté du geste, sur le voyage de la main, qui est en réalité ce qui fait la différence entre nous, les chefs, et entre les peintres, entre les sculpteurs, entre les musiciens, quoi. Cette main, elle a un pouvoir qui est déterminant dans la qualité d'un plat, quoi. Et le voyage, effectivement, c'est savoir un petit peu poser sa main au-dessus d'un plat par rapport. Alors là, vous êtes en train de caresser l'espace, par rapport à une hauteur, et puis avoir ces doigts comme ça qui laissent s'échapper un petit peu, je sais pas, une fleur de sel ou autre chose. Et si on a quelque chose à assaisonner, on peut pas avoir un geste je dirais unique brutal, comme ça. Oui. Il faut avoir ce geste souvent qui balaye l'ensemble de l'assiette. Et alors, ça, c'est pas évident à enseigner parce que bon, et même moi, je me souviens, ma grand-mère me disait toujours, parfois, t'as la main un peu lourde. Et c'est vraiment une définition qui est importante, alors qu'il faut avoir une main tout en légèreté, tout en souplesse, tout en délicatesse. C'est un moment de grâce presque. Dans vos cuisines, vous dites monsieur et madame. C'est l'école Sanderins. Alain Sanderins. Alain Sanderins qui nous appelait comme ça et que j'ai repris parce que je trouve ça très, très respectueux. Comme vous avez repris le théâtre de son restaurant, l'Archestrate, qui est devenu l'Arpège. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, la main légère, vous leur dites monsieur, la main légère? Oui, une main plus... travaille ton geste. Essaye d'avoir une main plus belle, quoi. C'est surtout, en réalité,
fais-toi plaisir. C'est surtout ça qui est important. Dans ce geste qui est déterminant dans la finalité d'un plat. C'est important de dire, voilà, fais-toi plaisir, essaye d'avoir quelque chose de très, très gracieux, très élégant, et c'est peut-être ce qui va faire la qualité du plat aussi. Et alors, comment on se fait la main? Parce que vous dites il faut se faire la main. Oui. Comment on se fait la main? Est-ce qu'on se la fait ou est-ce qu'on l'a déjà Non. Je crois que, vous savez, quand je dis effectivement ciselons nos sens, une main elle devient de plus en plus belle avec le temps. Il y a rien sans le travail. Il y a rien sans le travail. C'est répéter le geste sans cesse, de façon à ce qu'il devienne de plus en plus beau et qu'il soit totalement intégré dans le quotidien, quoi. Vous savez, en cuisine, il y a des gestes qui sont très simples. Canneler un citron, ciseler une échalote, hacher du persil. Mais si dans ces gestes qui sont des gestes simples, si on y met à la fois du cœur, si on y met de la précision, si on y met de l'amour, ça peut devenir un geste artistique. Et ça change votre journée de travail. Quand on dit que vous avez la main d'un artiste et que vous êtes un artiste du légume, comment vous entendez ça? Je pense que c'est un véritable compliment pour la cuisine légumière, qui en a bien besoin, parce que c'est une cuisine qui, comme celle de la mer ou comme celle du tissu animal, c'est une cuisine qui a sa place comme les autres. Et effectivement, dans cette cuisine légumière, elle a, pour moi, elle a une main artistique. Pourquoi? Parce que c'est une cuisine qui a énormément de diversité, énormément de saisonnalité, énormément de couleurs, énormément de texture, de transparence, de brillance. C'est une cuisine qui est très parfumée. Donc on est dans un espace culinaire qui est totalement différent. On peut faire des très jolies choses avec une très belle volaille, avec un très beau poisson, un coquillage, un crustacé. Mais je trouve qu'avec le légume, on va plus loin. On va dans un espace créatif qui est insoupçonnable. Et nous n'avons rien fait avec un navet. Tout reste à faire avec une carotte, avec une asperge, avec un poireau. Tout reste à faire avec ces produits qui ont été longtemps considérés comme des produits, un petit peu, c'est le second rôle, la garniture, le produit qui n'est pas gustatif, qui n'est pas nutritif. Alain Passard, si pour se faire une petite mise en bouche, je vous demande de faire par exemple Alain Passard, si je vous demande de faire un carpaccio d'asperges, oui. Qu'est-ce que ça pourrait donner, par exemple? C'est magnifique. C'est magnifique, et c'est là où on s'aperçoit que si on prend l'asperge, on l'a trop longtemps laissé dans un espace où on cuisait l'asperge à l'eau. Trop longtemps? Trop longtemps, oui. Donc là, c'est un produit qui a énormément bougé. On parvient aujourd'hui à cuire les asperges à cru, meunière, dans un copeau de beurre salé. Et donc, la servir en crudité, c'est quand même assez récent. Et donc, ça, c'est fabuleux. Donc, avec cette mandoline japonaise, là, vous faites des pétales très, très fines. Là, on retrouve l'instrument de musique. On retrouve l'instrument de musique, ouais. Et puis ensuite, jouer sur des petites huiles parfumées. Je vois très bien un petit peu de cerfeuil haché, le parmesan bien sûr, et pour apporter l'acidité, travaillons avec la plus belle des acidités, celle qui est dans le jardin, l'oseille. Et est-ce qu'on n'utilise pas un de vos petits œufs magiques, peut-être aussi? Oui, on peut, bien sûr, ouais. Un petit chaufferat d'œuf servi à côté. Par exemple? Oui, l'œuf va très très bien sur l'asperge. On peut. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut jouer sur un éventail gustatif et olfactif énorme, quoi. Bon, on peut travailler sur une huile de colza légèrement toastée. On peut travailler même sur des herbes qui sont un petit peu plus soutenues, comme l'estragon, la coriandre. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ceinturer l'assiette, Alain Passard? Ceinturer l'assiette, c'est lui offrir un confort.
c'est lui offrir un confort. Donc effectivement, quand on cuisine, je demande de ceinturer, par exemple, un tartare végétal avec... Vous pouvez le demander, là, Oui, monsieur. monsieur, ouais. Donc, ceinturez-moi ce tartare végétal à base de betterave avec un joli mesclin parfumé à l'huile de noisette et pointe de vinaigre de Xérès. Et un trait de poivre ou pas? Un trait de poivre, un tour de moulin de poivre, un trait de poivre pour... donnez-moi un petit poivre du moulin pour donner un petit peu de contenance à cette bouchée. Mais là, je remarque que vous n'avez pas gommé le geste. Ah, effacer la main, ça, c'est une école qui est très intéressante. Hein. Très intéressante parce qu'on a, dans beaucoup de choses, hein, on a toujours tendance à avoir une main trop présente. Et c'est très étonnant parce qu'il y a certains de mes plats que je fais quand même depuis quelques années. Et justement, il y a quelques années, je les faisais avec parfois une quinzaine de gestes. Et avec le temps, j'en ai effacé pratiquement la moitié. Et le même plat, je le fais aujourd'hui avec 6 voire 7 gestes. Donc c'est ce qu'ils appellent gommer le geste, effacer la main. Ce qui est le plus difficile parce que parfois on arrive même à 3 ou 4 gestes. Mais ils sont devenus tellement précis, c'est-à-dire qu'il faut les trouver. Il y a un dessinateur qui s'appelle Christophe Blain qui vous a consacré Oui. un album absolument magnifique chez Gallimard qui a réussi à capter les gestes d'Alain Passard, et je dirais il y a presque un art tauromachique dans la façon de mettre son tablier. Ouais, oui, c'est. Mais je pense que tout est important, quoi. On peut. C'est un métier qui est trop beau, quoi. C'est un métier qui est fabuleux, et je crois que la préparation justement du cuisinier, quand le chef se prépare et tout, un tablier, une veste de cuisine, c'est un costume qui est merveilleux. Et je pense qu'il faut toujours avoir cette délicatesse dans le geste, toujours prendre soin un petit peu je dirais, de bien s'habiller. Mais Alain Passard, alors si l'on utilise le mot classe de la masterclass, c'est quand on pense à cette mise en scène du cuisinier, est-ce qu'il y a quelque chose de sacré? Est-ce qu'il y a un rituel qui est un rituel de prêtre? On n'ira peut-être pas jusque-là, mais... Ouais, quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, mais oui, tout est important. Bon, moi, si je mets un tablier, d'abord, je veux qu'il soit repassé. C'est important, mais c'est même pas simplement le tablier, même la cordelette. Je veux qu'on passe la cordelette au fer à repasser parce que c'est une manière d'abord de respecter la profession, de respecter ce métier, de respecter nos clients, nos amis qui viennent goûter notre cuisine. Je pense qu'un chef, il doit être beau. Il doit être beau quand il rentre dans sa salle. Il faut qu'il ait une élégance parce que c'est valoriser aussi la cuisine française. Mais alors, ce chef, c'est un danseur, c'est Oui, bien un sûr. torero. J'irais plus facilement vers la danse. Je trouve qu'il y a je dis toujours à mes garçons au fourneau, je dis vous êtes des danseurs parce que j'ai vraiment le sentiment que quand on est autour du fourneau comme ça, on vit sur la pointe des pieds. Quand on pense aux danseurs et quand on pense aux grands restaurants, on pense forcément au film avec Louis de Funès. Est-ce que c'est un film qui vous a inspiré, Alain Passard? Tous les films qui tournent autour de la cuisine ne peuvent pas nous laisser insensibles. Oui, il y a quelque chose. D'abord, c'est très comique, c'est à la fois drôle, c'est subtil, il y a énormément de raffinement, il y a une finesse dans toute cette... ce sont des mises en scène, toutes ces scènes qui sont en salle, c'est pareil, on parle beaucoup du cuisinier, mais donnons également une place très importante au service. À la sommellerie, c'est important donc parce que je dirais que c'est un petit peu c'est la troisième main qui va poser l'assiette et ils ont aussi une part de créativité à avoir dans leur façon de parler de ma cuisine. Et à l'Arpège, c'est vrai que nos maîtres d'hôtel
Je les sens très concernés parce que on a l'histoire des jardins qui est à raconter. Alors racontons l'histoire des jardins, parce que vous êtes un peu comme Cadet-Roussel, mais c'est pas des maisons, vous avez 3 jardins. 2 jardins et un verger. Donc, alors un dans la Sarthe, alors qui est sur une terre sablonneuse, Oui. un dans l'Eure, et puis ce verger près du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment une belle aventure. Quand j'ai eu cette rupture dans ma créativité avec le tissu animal, Quand vous avez arrêté Oui. de cuisiner de la viande rouge. Oui, la viande en général, ouais. Et que j'ai eu une sorte d'appel dans ma vie de chef pour le végétal, que j'avais totalement ignoré. Puisque l'arpège dans les années 80, 90, c'était vraiment la rôtisserie. On venait à l'arpège pour justement un quasi de veau, un gigot d'agneau, une côte de bœuf. Et il y a 20 ans, vous avez dit c'est fini. Oui, exactement. J'ai eu le sentiment d'être allé au bout de cette cuisine, comme un bouquin. Voilà, vous lisez la dernière page d'une très belle histoire. Et puis, envie d'autre chose. Presque, je dirais même, changer de métier. Parce que le légume, c'est une autre aventure. Et quand je suis rentré dans cette aventure, j'ai voulu mettre au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale. J'ai voulu flamber un oignon, j'ai voulu fumer une betterave, cuire un céleri avant croûte de sel. Et on a défini une autre cuisine. Et pour moi, c'était une sorte de résurrection. Je découvrais autre chose et j'ai retrouvé un appétit pour ce métier de cuisinier. Et cet appétit, comment l'exprimeriez-vous ? C'est-à-dire que quand vous êtes en rupture sur quelque chose, il faut se renourrir avec autre chose. Et comme j'avais quand même cette passion pour les couleurs, cette passion pour la nature, c'est vrai que parce que j'avais quand même jamais adressé la parole à un poireau, ni à une carotte. Mais c'était pourtant très important d'adresser la parole à un poireau ou oui. une carotte. Et c'était très étonnant parce que dans les années 90, les gens me disaient, par rapport au tissu animal, les gens me disaient « c'est très bon ce que vous faites, mais ça manque de légumes ». Et donc j'ai découvert quelque chose qui m'a procuré énormément d'émotions. Ce que j'ai surtout aimé, en réalité, c'est repartir en apprentissage. Ça m'a beaucoup touché, parce qu'on a quand même du jour au lendemain changé de carte, quoi. Donc c'était pour moi un nouveau départ. C'était j'allais à la rencontre d'autres choses, que c'est ce que je dis toujours, c'est un nouveau métier, le légume. Mais Alain Passard, en même temps, c'était une découverte. Vous défrichiez un territoire, parce qu'il n'y avait pas de chef à l'époque qui avait mis en avant le légume comme ça. Est-ce que c'était une inspiration par rapport à l'époque qui changeait, par rapport au courant écologiste, par rapport à ce désir de proximité? L'un de vos seconds, Alexis, qui était dans la ferme de l'Eure, dit que ce qui est miraculeux, c'est quand le légume vient de sortir de terre et quand on le cuisine, quasiment quand il sort de terre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Alain Passard ? C'est vrai que le fait d'avoir son jardin, ça change beaucoup de choses, quoi. Ça vous permet de travailler d'abord en confiance. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour faire de la bonne cuisine, c'est important d'avoir un produit qui a une provenance, un produit qui a un passeport. Ce qui est important aujourd'hui, c'est derrière chaque chose, même que ce soit une volaille ou un poisson, il faut qu'il y ait un savoir-faire derrière. Et derrière nos légumes, il y a le savoir-faire de nos jardiniers. Et j'ai besoin de ça pour faire la cuisine. Pour moi, c'est important. Et ensuite, ce respect qu'on a totalement perdu aujourd'hui, ce respect des saisons. Voilà. Faire chaque mois est important. Et aujourd'hui, je le mets en avant à chaque table. Je dis aujourd'hui, vous allez avoir une cuisine d'avril.
Alors les gens me disent, oh, mais alors qu'est-ce qu'il y a dans le jardin en avril? Vous allez voir, vous allez avoir une cuisine d'avril. C'est important Alors si on égrène les mois, si on fait avril, alors mai, juin, juillet, Oui. est-ce que vous pouvez nous faire une assiette comme ça, mois après mois? Bien sûr, donc là en avril c'est fabuleux. On a ce que j'aime en avril, c'est vraiment la naissance. C'est vraiment la naissance et donc La renaissance. Oui, on a les asperges bien sûr qui sont, je dirais avec les petits pois, un petit peu les deux produits que l'on peut mettre en avant. Ensuite, il y a tous les petits légumes nouveaux qui arrivent avec les petits navets nouveaux, les carottes nouvelles, les choux raves nouveaux, les choux nouveaux. Il y a également échalotes nouvelles, oignons nouveaux, l'ail nouveau, toutes les herbes, les aromates. Il y a les feuilles, l'oseille, les épinards. Et autour de tout ça, voilà, on est dans un registre où il y a en gros en ce moment dans le jardin entre 15 et 20 saveurs. Et aussi, combien de couleurs? Ça, les couleurs, oui, Parce que ça fait partie de votre composition et de votre travail de plasticien. Oui, c'est vrai que les couleurs sont une source d'inspiration dans la cuisine qui est très forte. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est quand je dis effectivement dans un jardin en ce moment il y a 15 saveurs, on joue avec ce solfège, on n'en sort pas. On reste avec ça et ça, on a largement assez. Alors en juillet? En juillet, ça sera la tomate bien sûr, les premières courgettes, aubergines, les poivrons, les concombres, les melons. Et on jouera également avec cet éventail qui est largement suffisant. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, tout le reste aura disparu. On ne peut pas croiser dans la casserole l'automne avec le printemps ou l'hiver avec l'été. Alain Passard, ça veut dire que dans les 10 commandements que vous avez prescrits à vos disciples, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, quel est le premier commandement? Justement, le premier, il est de respecter les saisons, respecter la nature. Je crois que le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature. C'est le seul bouquin que j'ouvre tous les matins quand les légumes passent la porte de la cuisine. Vous savez, la nature a tout écrit. Quand je dis qu'elle a tout écrit, que ce soit une tomate, un melon, un concombre, ce sont des produits qui sont faits pour se désaltérer en été quand il fait 30 degrés. Et effectivement, quand je vais sur un marché à Noël, ou dans une épicerie fine, et que je rentre dans l'endroit, et que je vois qu'il y a effectivement des tomates, des concombres, des melons, je me dis qu'effectivement... Au secours. Oui, il y a un moment, si vous voulez, on parle même plus gastronomie, on parle santé. Parce qu'en hiver, on se réchauffe avec un velouté de panais, un gratin de céleri, ou une soupe de topinambour. Mais en aucun cas avec une tomate. On revient à nos racines. Voilà. Et quand je dis tomate, je ne sais même pas si on peut appeler ça une tomate, parce que ce sont des produits qui sont hors sol, hors saison, et très souvent avec des traitements très appuyés. Vous savez, une tomate dans un jardin, c'est 5 mois. 5 mois et demi entre le moment où on va mettre la graine dans le sol et le moment où on va aller cueillir le fruit sur la branche. Je crois qu'en hors sol, ils en sont à 50 jours. Pas de commentaire. Alain Passard, donc, si je comprends bien, votre inspirateur premier, c'est la nature. Le créateur qui vous intéresse le plus, c'est celui-ci. Donc, oui, la nature, bien sûr. Le jardin est devenu un espace créatif. Et on s'aperçoit en plus que, quand je dis qu'elle a tout écrit, les accords sont faits. On s'aperçoit que quand on joue dans la casserole avec les 15 saveurs qu'il y a en ce moment et les 15 parfums qu'il y a en ce moment dans le jardin, mais ça fonctionne tout de suite. Quand je parlais tout à l'heure de cuisine qui pourrait déraper quand on conjugue les saisons dans la casserole, alors que là, quand vous mettez un petit pois, une asperge, un oignon nouveau, un petit peu d'oseille... Et là, si je vous dis, monsieur, travaille ton visuel, qu'est-ce qui se passe? Travaille ton visuel, faut toujours regarder ce qui se passe dans le fond de la casserole. Il se passe énormément de choses et il y a quand même quelque chose à respecter, c'est un petit peu le tempo. Après, c'est un petit peu le travail du cuisinier. Apporter la petite pointe d'acidité avec de l'oseille. On peut aussi apporter une petite pointe d'amertume avec une feuille de laurier. Apporter de la douceur avec des petits pois.
Et ça, c'est ce qui fait un petit peu le charme du métier, c'est de parvenir à créer comme ça, je dirais presque un tableau gustatif. Alain Passard, vous êtes droitier ou gaucher? Droite. Parce que le geste qui vous accompagne, on a l'impression d'avoir en permanence un chef d'orchestre qui dirige un orchestre de musique de chambre. C'est ça Je sais pas, mais c'est vrai que je suis très expressif à travers le geste et le regard aussi, qui sont parfois beaucoup plus forts que les mots. En cuisine, surtout chez nous, parce qu'on a vraiment une cuisine d'atelier, c'est pas une grande cuisine, et donc on se regarde beaucoup, on s'observe beaucoup, et la main est un langage. Et j'aime cette notion je dirais presque, de demander à mes chefs d'avoir des papilles au bout des doigts. Est-ce que vous pouvez nous montrer ces papilles au bout des doigts? C'est pratiquement être capable de créer un plat sans le goûter gustativement. Alors si on fait travailler Alain Passard les 5 sens du cuisinier, on commence par l'œil. Le visuel, qui est le sens qui attrape les choses quand les choses sont à distance, c'est celui qui capte le plus. Alors qu'est-ce qu'on voit dans votre casserole, justement? On peut voir, là en ce moment on pourrait voir une très belle jardinière de légumes un petit peu harlequins avec différentes couleurs, et j'aime cette notion parce que dans un service on goûte beaucoup. D'ailleurs, vous leur dites monsieur, madame, goûtez. Goûter, toujours goûter, toujours goûter. Et effectivement, il y a un moment où, gustativement, les papilles peuvent lâcher. Parce que, une saturation. Donc, deuxième relais, c'est le côté olfactif, le nez. Parvenir à corriger un assaisonnement olfactivement. C'est plus facile sur une sauce chaude, parce qu'il y a un fumet. Sur une crudité, c'est plus compliqué, il faut un peu de métier. Et le troisième relais, c'est effectivement réaliser un plat avec les doigts, c'est-à-dire sans le goûter, sans le sentir. Quand je dis avoir des papilles au bout des doigts, c'est-à-dire, là il faut énormément de métier, c'est par rapport à... je dirais, c'est comme un musicien qui joue du saxophone, quoi. Bon, il y a une mémoire dans les doigts. Et là, c'est pareil. Donc, parvenir à simplement... c'est la main, le geste, les doigts qui ont une telle connaissance, ont emmagasiné un tel métier que par rapport à un volume dans l'assiette, que ce soit une salade, que ce soit une jardinière, prendre avec le bout des doigts ce qu'il faut en sel, le parfait dosage, et le balayer comme ça, le voyage, et dire voilà, je sais, sans goûter, sans sentir, que ces papilles que j'ai greffées presque au bout de mes doigts ont fait le plat. Et on peut entendre que vous avez la main légère. Il faut avoir une main légère, toujours. Et Alain Passard, entendre, écouter la casserole, qu'est-ce qu'on entend? Quel est son chant? Alors le chant du feu, c'est très intéressant parce que c'est un des sens, l'oreille qu'on n'enseigne pas du tout en cuisine. Hein. Et ça, c'est pareil au sein des écoles hôtelières. Je pense qu'il y a un véritable cours à faire sur ça parce que le chant du feu n'est pas le même sur une tomate qui est en train de cuire dans la casserole qu'une volaille qui est en train de cuire dans un four ou sur un grill. Et à distance, j'aime cette notion d'être capable de dire à un de mes assistants, dire attention, tu as le chant du feu sur la volaille. On peut l'écouter, vous pouvez nous le faire écouter, vous pouvez nous le chanter justement. C'est une mélodie qui est... on est dans des petits... je ne sais pas si ça croustille, ça frémit. Donc c'est des petits... Là, vous voyez? Oui, j'entends. Et
Et là, si vous voulez, bon, quand on entend un petit peu le chant du feu qui s'emballe comme ça, là, ça veut dire qu'il y a, de la part du cuisinier qui s'est investi auprès de cette cuisson, le cuisinier s'est échappé, il n'est plus là. Il n'est plus là, il a perdu. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Écoute le chant du feu sur cette volaille. Monsieur, écoute le chant du feu. Pour moi, il est un petit peu trop fort. J'entends et je vois, parce qu'il y a une fumée qui monte, qui me dérange. Et ça, je trouve que c'est une école qui est vraiment passionnante à enseigner. Parce que on a la chance d'avoir 5 sens et on ne peut pas en éteindre un. Il faut que les 5 soient en éveil. Alain Passard, comment sait-on qu'une œuvre est achevée? C'est un peu... vous savez, il y a certains plats que je peux encore un petit peu améliorer, même après quelques années. J'ai une aiguillette de homard au vin jaune que j'améliore encore en ce moment, je dirais dans la texture, dans des liaisons encore plus subtiles, en réduisant. Parfois, c'est un plat où il y a un petit peu d'huile de noisette et un copeau de beurre salé, et on est en train d'un petit peu baisser de façon à avoir encore une fluidité plus parfaite. Alors, c'est amusant qu'on parle du homard parce que en ce moment, jusqu'à, je crois, au 16 juillet, il y a au Musée des Beaux-Arts de Lille, oui. Il y a une exposition dans laquelle vous êtes très impliqué et dans laquelle il y a un homard. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce homard? Alors donc c'était le cœur des années 90, en gros 95, 96. Et je trouve que c'est un crustacé qui a un côté très artistique, qui a énormément c'est un crustacé qui a énormément de formes, qui a un dessin, qui a un volume, qui a une couleur. C'est très beau, hein, homard. Qui a une musique aussi. Oui, qui a une musique. Et je me suis dit un jour, c'est plus possible de couper un homard en tronçons comme ça. Il faut qu'on parvienne à faire autre chose. Et j'ai longtemps cherché. Et un jour, j'ai réussi à trouver cette idée de faire ces aiguillettes de homard, qui sont en réalité des quarts de homard, puisque le homard est cuit cambré. On le cambre avec une ficelle. On passe par le dos du homard, de la tête, de la pointe de la tête jusqu'à la palme. Et donc le homard, en fin de compte, est complètement à l'horizontale. Et donc, après cuisson, le homard est coupé en deux. Donc on a 2 demi-homards bien droits. Et chaque demi-homard est recoupé en 2 pour faire ses quarts de homard et ses aiguillettes. Et cette découpe de homard, je ne l'avais jamais vue. Et j'ai voulu un petit peu je trouvais qu'il y avait un côté artistique dans ce geste. Et j'ai voulu donc l'immortaliser avec ce bronze en allant travailler en fonderie à l'époque à Fonderie Godard à Malakoff. Alors j'ai voulu l'immortaliser. C'est intéressant parce que pour un cuisinier, l'œuvre est dévorée. Oui, ouais. L'œuvre disparaît. Ouais. Et la plus belle récompense, d'ailleurs, c'est quand elle a totalement disparu, quand l'assiette revient vide. Ouais. Vous surveillez les assiettes? Toujours. Et Alain Passard, vous avez eu des passionnés comme Armand ou comme César qui étaient à votre table. Est-ce que ces sculpteurs ont inspiré votre travail de sculpteur? Oui, bien sûr. Oui. On ne peut pas rester insensible à un travail comme celui d'Armand ou de César. Oui. Est-ce qu'ils ont inspiré vos assiettes aussi? Oui, toujours, mais que ça soit une exposition ou aller au théâtre, tout ça, ce sont des moments où d'abord on repose un peu sa créativité, on voit autre chose, on voit d'autres sens qui sont travaillés différemment. Et il y a énormément de dessins dans ce que faisait Armand, et ça a été pour moi, oui, bien sûr, quelque chose. Et puis avoir la chance en plus de
d'avoir un restaurant en face le musée Rodin. Je voulais vous en parler du musée Rodin, parce que vous êtes devenu barbu comme Rodin et Vincent Lindon. Mais alors, c'est l'influence de qui c'est Rodin, justement? Non, alors pas du tout. C'était absolument pas prévu. C'était comme ça. Ouais. C'est la Renaissance. Hein, et puis elle est bio. Hein. Ah ben, on le voit, on l'entend. Hein, ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez votre méthode de travail. Est-ce qu'il y a une méthode, Alain Passard? Est-ce qu'il y a... Et dans la transmission, dans la façon dont il y a énormément de talents qui sont vos disciples étoilés, comme l'admirable Pascal Barbeau, comme David Toutain, comme Bertrand Grébeau, comme Tatiana Leva. Enfin, la liste est très très longue. Hein. Je ne parle pas de vos seconds aujourd'hui, qui sont Anthony, Mathieu. Enfin, y a beaucoup de monde qui revendique cette inspiration. Sven Chartier aussi, chez Saturne. Enfin, et tous ces gens, on sent qu'il y a derrière eux le regard d'Alain Passard qui dit « Monsieur, surveille ton geste ». Non mais, et pourtant, vous n'êtes jamais allé goûter la cuisine de tous ces gens qui sont vos disciples, vos apôtres, on devrait dire. Mais j'ai pris une route qui m'a procuré énormément d'émotions. Cette route, c'est d'avoir fait le choix, d'abord de n'avoir qu'un restaurant, et d'avoir voulu passer énormément de temps avec eux. Et je pense aujourd'hui, effectivement, parce que quand on me dit, mais comment se fait-il que vous ayez autant d'élèves? Et donc, j'ai toujours, vous savez, je leur ai tenu la main pendant 8 heures, 10 heures de fourneau par jour. Je suis resté à leur côté, et pour moi, c'est aujourd'hui à la fois un compliment de les voir chez eux, parce que je pense que s'ils ont aujourd'hui tous leur maison, c'est qu'ils ils ont vu que je prenais énormément de plaisir dans ma maison. Et pour moi, c'est important de leur avoir laissé cette image du chef qui était vraiment heureux d'être chez lui, d'être dans sa cuisine, et surtout de faire la cuisine. Donc c'est un choix que j'ai fait, d'avoir ce parcours. Et aujourd'hui, je crois que tous me le rendent bien. Ils sont, c'est vrai, très élogieux à l'égard de l'arpège. Et ça me fait très plaisir de les voir dans leur maison. Et je trouve qu'ils y prennent énormément de plaisir, qu'ils sont bien chez eux et qu'ils font de la bonne cuisine. Mais comment le savez-vous qu'ils font de la bonne cuisine? Parce que vous l'avez goûté chez vous? D'une part, parce que ce sont des garçons qui ont énormément de talent. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir tous ces jeunes. Et puis que, ils ont... je crois qu'ils ont tous des restaurants qui sont bien pleins. Alain Passard, pourquoi n'allez-vous pas goûter leur cuisine dans leur restaurant? Parce que c'est l'influence d'Alain Sandrin qui venait goûter la vôtre, hein? Je crois que si je vais chez eux, c'est pour passer un moment avec eux à table. Donc c'est pour partager un moment. Ça compte, ça? Oui, bien sûr. J'aimerais que vous nous parliez de ce qui se passe après le service, le soir. Oui. À l'arpège. C'est un rendez-vous. Moi, j'aime cette notion où le chef déjeune et dîne dans sa maison. Je trouve que c'est important. D'abord, c'est important de goûter ce que l'on fait, de goûter sa cuisine. On la goûte jamais assez. Et je crois que pour bien la goûter, c'est bien de la goûter au fourneau, mais c'est aussi bien de la goûter à table et de la partager. Et puis ça permet de prolonger la maison. Et je crois que les clients aiment quand le chef passe à table. Déjà, ils aiment bien savoir qu'il est là. Oui, d'une part. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je crois que c'est important. Moi, je vois un petit peu le regard des convives qui sont à l'arpège. Quand je passe à table, il y a un regard enchanté. Et voilà, le chef dîne chez lui ou déjeune chez lui. Alain Passard, comment
progresse-t-on dans son art? Est-ce que vous avez l'impression de progresser encore dans votre art? Oui. Vous qui avez- J'espère que ma cuisine n'a pas encore de définition. On me demande parfois comment vous définissez. Oui, mais j'espère qu'elle n'a pas encore de définition, qu'elle va encore bouger. Et puis que justement, je crois que c'est valable partout. Un peintre, sa main devient de plus en plus belle parce qu'il n'y a rien sans le travail. Et un cuisinier, c'est pareil. Il n'y a rien sans le travail, tout passe par le travail. On a beau avoir des facilités, on a beau avoir du talent, mais il n'y a rien sans le travail. Et Alain Passard, quand on pense à ces arts qui nourrissent votre travail, on a évoqué les sculpteurs Armand et César. Est-ce qu'il y a d'autres arts, d'autres artistes qui influencent votre travail? Et vous savez, il y a de l'art partout. Vous baladez dans un jardin, vous avez la forme d'un arbre, un simple talus, une haie, une pièce d'eau. Il y a un dessin, il y a une couleur. Là, en ce moment, c'est fabuleux. Quand je dis effectivement que j'adore avril parce que la feuille est naissante dans un arbre. Donc ça veut dire que quand vous regardez un arbre, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez encore toute la transparence. C'est une dentelle qui tombe jusqu'au sol parfois. Ça, c'est merveilleux. Et c'est en regardant justement comme ça ces images, ces couleurs, que vous parvenez à régénérer de l'inspiration. Et moi, ça me donne envie de faire la cuisine. Hier, j'ai fait un déjeuner au jardin, mais avant de faire la cuisine, je suis allé faire un tour dans le potager, mais je suis revenu, j'avais envie de faire une dizaine de plats. Et Alain Passard, il faut cultiver son jardin ou jardiner sa culture? Je crois que cultiver son jardin, c'est déjà une mission déterminante dans la qualité de la cuisine d'un chef. Et alors, quand vous vous promenez dans votre jardin, qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez le sol écrasé par vos pas, vous respirez les fleurs ou les salades? Je cisèle mes sens, encore une fois, et je trouve des très belles harmonies. Notamment l'autre jour, je discutais avec Anthony, mon second, et donc il était en train de visiblement, et il était en rupture par rapport aux épinards. Il y manquait un élément. Il dit voilà, je ne sais pas quoi faire ce matin avec les épinards. Je dis Anthony, qu'est-ce qu'il y a dans le jardin à côté des épinards en ce moment? Il me dit la rhubarbe. Je dis voilà, fais un épinard à la rhubarbe. Ils sont voisins. Tu as le champ d'épinards qui est ici. À côté, il y a les pieds de rhubarbe. Ils arrivent à maturité au même moment. On les cueille au même moment. La conjugaison est faite. Et effectivement, l'harmonie est superbe. Il y a une très belle pointe d'acidité de la rhubarbe sur la fraîcheur de l'épinard. Quand je dis que la nature a tout écrit, c'est l'histoire des asperges avec l'oseille. L'aspergeraie, à côté, le champ d'oseille. Alors, qu'est-ce qui pour vous est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi? C'est de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur cette confusion qu'il y a dans la tête des gens par rapport à la saisonnalité. Ce que l'on fait voir aux enfants, pour moi, c'est très dur. Très dur de balader un môme sur un marché en hiver et de lui mettre des tomates sous les yeux. Et quand vous lui mettez sous les yeux un animal qui est moitié poulet, moitié canard, Mais ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une belle histoire. Et donc, ce corps à corps poulet-canard. Donc, on va reparler de votre aiguille. Oui, de l'aiguille, à vrai dire. Mais l'histoire est plutôt belle parce que, c'est en regardant un ballet où, justement, il y avait des corps à corps splendides. Et je me suis dit, culinairement, comment est-ce que je peux traduire ce que je suis en train de voir? Il y avait des corps à corps entre des hommes et des femmes. Et c'est là que j'ai eu cette idée de prendre un demi-poulet
et un demi-canard, et de les conjuguer à travers justement une couture comme ça, et ensuite de les cuire en croûte de sel. Donc c'est fabuleux parce que à la cuisson, donc le poulet offre au canard son côté lacté, et réciproquement le canard offre au poulet son côté rosé. Et alors, comment les gens ont réagi la première fois qu'ils ont découvert ce corps à corps? Ah, ça interpelle, hein, quand on présente la bête à la table. Donc, vous avez une volaille un peu... mais gustativement, c'est très intéressant. Hein, parce qu'après, on peut jouer sur une petite farce à l'intérieur à base d'herbes. Et puis, il y a une petite sauce qui fait la liaison entre les deux. Mais je trouvais intéressant l'idée de créer, presque, je dirais, une volaille d'une autre espèce, d'une autre basse-cour, quoi. Mais ça, c'est votre côté docteur Frankenstein ou docteur Jekyll? Mais non, mais c'est une fois de plus, c'est encore le travail de la main, quoi. Bon, c'est un petit peu moi, je peux pas, si je vis pas avec en permanence dans la tête 3 ou 4 nouveaux plats, je suis le cuisinier le plus malheureux de la terre. C'est l'hommage à votre mère Marcel. C'est le côté maison de cuisine, comme il y avait des maisons de couture. Ouais, un peu aussi. Ouais. Oui, parce que c'est une recette qui, là, en l'occurrence, qui sollicite un peu vraiment tous les sens, quoi. Et c'est vrai que la main sur la couture, il faut qu'elle soit vraiment parfaite. Il faut venir goûter. Oui, j'ai goûté. Alain Passard, dans Le désir d'immortaliser, qu'on évoquait tout à l'heure, il y a, vous l'avez mis en pratique de différentes façons. Donc il y a cet album de Christophe Blain qui vous dessine en pleine chorégraphie cuisinière. Il y a aussi un documentaire, mais qui pour moi s'apparente presque plus à la fiction qu'au documentaire, parce que en termes de gestes, quand on parle de légèreté de geste, on a l'impression que là vous avez appuyé le geste pour la télévision. Pourquoi? Je m'en suis pas rendu compte. C'est vous savez, quand on est filmé, on est peut-être un peu différent parce que il y avait du monde, hein. Oui. Ils sont pas venus avec une caméra, et ils étaient très nombreux à chaque fois. Il y avait une véritable mise en scène, et je crois que tout le monde au sein de la brigade, automatiquement on a un geste, amplifie. On a un geste qui est différent parce que d'abord on n'a pas envie faut le réussir quand même, hein. Je sais pas, moi j'ai pas eu ce sentiment, cette impression, mais vous avez l'œil, hein. Mais Alain Passard, quand on regarde votre travail dans Le désir d'immortaliser aussi, il y a eu ces collages. Oui. Ça va dans le même sens pour vous? Les collages, je trouve que c'est une belle approche pour créer un plat. Je trouve que c'est intéressant de jouer, je dirais, de créer un plat comme ça par rapport à du papier, à jouer visuellement avec des couleurs, avec des formes, découper les choses et puis composer un plat, presque le présenter dans l'assiette, hein. Alors justement, comment ça se passe? Comment vous faites? Vous commencez par le créer dans la casserole, ou vous commencez par le créer avec vos découpages? Alors c'est pas systématique, donc dans les deux cas fonctionnent. Mais j'aime l'idée du collage parce que d'abord je fais ma sélection de couleurs. Alors faisons un petit collage là maintenant. Un petit collage. Donc là on va prendre cuisine d'avril. On peut prendre mai, juin, juillet. Oh, d'accord, juillet. Donc quelles sont les couleurs que l'on trouve dans un jardin en juillet? Parce que ça c'est important, hein. Donc on est sur donc bien sûr toutes ces tomates avec la noire de Crimée, donc qui sont des rouges un peu carmin. On est dans des verts un peu céladon sur la courgette, les différents poivrons. Donc je fais ma petite sélection de couleurs. Et ensuite, je donne des formes au papier.
Je dis voilà, donc ça peut être une tomate, ça peut être un concombre, ça peut être un poivron ou une pêche. Et à partir de là, je compose sur le papier la recette et ensuite je cherche la sauce, l'assaisonnement. Donc ça peut être un trait d'huile d'olive, ça peut être une émulsion à base d'herbes. Et donc tout ça est parfois coloré aussi. Hein, et donc, ça, c'est le travail, ton visuel. Tout à fait. Et donc là, le collage commence à prendre un peu à la fois de parfum et commence à me faire un peu saliver. Et là, quand ça commence à me titiller les papilles, ça veut dire que j'ai déjà une petite trame de ce que l'assiette pourra être. Et ensuite, je m'en sers beaucoup pour communiquer en cuisine. Je dis voilà, regardez ça, les garçons. On a un truc, on peut peut-être, ça peut être l'idée d'une recette. Après, à vous de trouver le tempo, parce que dans le collage, on joue pas trop sur les dosages, mais donc ça peut être ça. Ça peut être ça. Ou alors parfois, je travaille carrément dans la casserole et ensuite je fais le collage. Travailler le tempo, on revient donc dans l'arpège aux musiciens. Comment ça se passe le tempo? D'abord, est-ce que vous écoutez de la musique dans votre cuisine? Pendant le service, non. Pendant la préparation, oui. Et quel type de musique? Cuivré? En général, je reste dans le cuivre. Hein, ouais. Je reste dans le cuivre, j'aime bien, mais ça peut être aussi d'autres instruments. Hein, le basson, c'est très inspirant, je trouve. C'est la clarinette. Mais le tempo, il est très important. Créer sa bouchée. Quand on goûte un plat, si on a dans l'assiette ou dans la casserole, si on a mis 5 saveurs ou 4 saveurs, ou même moins, parfois ça peut être 3 saveurs, on va créer sa bouche. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un petit peu de chaque chose. Là, le geste Alain Passard est très délicat. Il est en train de prendre... Voilà, on prend chaque chose et on va créer sa bouchée sur une fourchette, sur une pelle à sauce, et on va goûter. Et là, il faut qu'il y ait l'explosion. Oui, et là, votre geste s'est accéléré. On a quasiment un tempo de jazz un peu syncopé. On est quasiment dans le bebop, là. Il faut qu'il y ait, il faut que ça y ait une vibration. Il faut que entre la langue et le palais, il se passe quelque chose. Là, hier, on a fait avec Alexis, un de mes assistants, on a fait un consommé qui était insipide, qui avait rien. Je goûte, je lui dis mais ça goûte pas. Il n'y a pas de saveur. Olfactivement, j'ai rien. Je veux, quand tu me fasses un consommé, je veux qu'il y ait une explosion. Je veux avoir toute cette cuisine d'avril là. Je vais le boire, cette infusion, ce thé du jardin. Mais je veux que ça m'emporte les papilles. Je veux en prendre peut-être une cuillère à soupe, mais c'est comme si j'en ai bu 1 litre. C'est ça le tempo. Trouver la cadence, il faut qu'il y ait du rythme, il faut que dans chaque bouchée, le consommateur doit se régaler dès le début. S'il y a un musicien qui vous accompagne, qui vous donne le tempo, vous pensez à qui? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si on reste dans le cuivre, j'aime beaucoup justement dans les timbres un peu cuivrés, Dexter Gordon, hein, qui est un saxophoniste, lui qui a énormément qui fait vibrer son cuivre, ce que n'avait pas Stan Getz ou Coltrane. Hein. Et vous aimez les cuivres rauques comme ça, qui sont... Ah oui. Et alors dans l'assiette, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par... je dirais presque le feu, donner il y a un peu de croustillance, un petit peu. Vous voyez, on va mettre quelques asperges là sous le grill, sous la salamande, et puis on va jouer avec la crémone, on va la descendre un petit peu. La peau de l'asperge qui aura été épluchée va prendre un petit peu la couleur d'une croûte de pain, et elle va devenir très fondante. Elle aura une saveur parce qu'elle aura été cuite comme ça par la flamme. Et juste un trait d'huile d'olive. Il n'y a même pas besoin de mettre de fleur de sel. On gomme le geste, on efface la main, là. Et alors,
avant de se quitter dans ce voyage de la main avec Alain Passard dans cette masterclass sur France Culture, si vous deviez reprendre vos commandements, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs? Ah, ça c'est... je crois que c'est... Je crois qu'il faut tout passer au peigne fin, aujourd'hui. On vit dans un monde où il faut tout passer au peigne fin. On parlait tout à l'heure de passeport, de provenance, d'identité, de savoir-faire. Je crois qu'on pourrait rajouter tout ça. Avoir de la diversité, avoir des nuances. Respecter les saisons, respecter la nature. Avoir des rendez-vous. Une saison est un rendez-vous. Une tomate est un rendez-vous. Les attendre. Et quand elles ne sont pas là, passer à autre chose. Non, même pas passer, il y a autre chose. C'est il y a toujours quelque chose dans un jardin, toujours. Et entre le moment où le fruit ou le légume sont cueillis, oui, et le moment où on les goûte, qu'est-ce qui se passe? Faut d'abord qu'il se passe très peu de temps, parce que je crois qu'un légume qui sort de terre, c'est autre chose. Il y a d'autres saveurs, il y a d'autres textures, il y a d'autres couleurs, il y a d'autres parfums. On ne peut pas altérer un produit en le laissant dans une chambre froide ou pendant plusieurs jours. Ce qui est beau, c'est justement de lui éviter tout ça. Et c'est ce que nous, on vit dans notre restaurant. Et c'est vrai que je crois qu'on fait la différence dans trois endroits. Le fait d'avoir un légume qui est cueilli chaque matin, le fait que c'est un produit de saison, et le fait que ça soit un produit qui est 100% naturel. Oui, ce qui veut dire en traction animale, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Ah oui. Enfin, tout ce que vous faites dans votre jardin. Oui, bien sûr. Ouais. On va vous laisser retourner dans votre jardin, oui. dans vos jardins, Alain Passard, et dans votre cuisine. Merci de nous avoir permis d'immortaliser un petit peu à la radio ce geste léger. Toujours beau de parler de la cuisine. C'est un moment qui fait énormément de bien. C'est un moment où on se retrouve, plaisir de table, en parler. Partager. Savourer, goûter, partager des bonnes choses. En tout cas, c'est un moment qui donne faim. Merci beaucoup, Alain Passard. Merci à vous, merci. À table. Merci. Merci. On va rendez-vous à l'arpège. Ça donne envie, les Questions, si vous avez des questions. Ah oui, si vous avez des questions, Fabien. Des questions. Vous voulez dire ça, d'accord. Des astuces, des tours de main à la télé. Bonjour, je suis tout en haut. Tout en haut. Oui. Alors j'ai une question à vous poser. J'ai la chance d'avoir grandi dans un jardin. Le jardin de ma grand-mère, le jardin de mon père. Je suis issue d'une famille de cultivateurs pour qui le jardinage est une seconde nature, si ce n'est la première. Quel argument vous pourriez donner à mon père, qui n'est jamais plus heureux que lorsqu'il mange une salade de son jardin, de venir dans un restaurant étoilé, alors qu'il considère que c'est pas forcément pour lui et qu'il considère que la cuisine de ma mère est la meilleure cuisine du monde? Oh, c'est beau ça. Ah ben, il a bien raison, hein. C'est sûr qu'il n'y a rien de meilleur, hein. Donc, faut l'encourager à continuer, hein. Faut qu'il agrandisse le jardin, qu'il rajoute quelques arts, hein. Et oui, je crois que c'est ce que je disais, quoi. Bon,
quand on a son jardin, quand on a ses légumes, on fait autre chose, on fait une autre cuisine, parce qu'il y a une histoire derrière chaque chose. Et en l'occurrence, bah oui, ouais. Bah, il doit y prendre du plaisir, hein, non? On va aller le voir. Les 2 ou 3 copains qui aiment bien la table. Hein. Oui, bah, j'ai la chance d'avoir mon petit panier garni quand je repars tous les week-ends. Ah, ça c'est bien. Voilà, c'est une grande chance. Ouais. Voilà, Le petit panier, Fabien. Tu vas me le mettre en place. Hein. Nathalie, c'est fait. Pierre, tu le prends pas, le panier? Non, pas encore. Ah, bon, on va remédier à tout ça. Hein? On prend le panier, oui. Les paniers d'Alain. Les paniers d'Alain, ouais, bah oui. C'est pas les miens, je vous rassure. Hein. Les paniers d'Alain, je te donnerai une carte avec oui, le téléphone. Oui. Ouais. S'il vous plaît. Ah oui. J'ai une question à te poser. Non, allez-y. Vas-y, Fabien, oui. Non, alors moi, Alain, on se connaît bien. J'ai souvent posé beaucoup de questions, mais en même temps, je vais résumer là, une question, on va dire, paradigmatique. Tu as exploré donc, le tissu animal de manière assez géniale, on peut le dire. Tu as exploré la structure éternitaire du légume. Et quel sera pour toi le prochain paradigme, ou en tout cas le prochain espace de... On va déjà terminer celui-ci, parce que c'est vrai que le légume, c'est un apprentissage très long. Bon, il y a les fleurs quand même. Hein. Les fleurs qui sont quand même également un élément que l'on développe de plus en plus au jardin. Merci. Capucine, tu vois. Hein, un petit velouté de capucine avec des moules de bouchot, avec une toute petite pointe de crocus, de safran, pour rehausser un petit peu le côté floral de la capucine. Ça, ce sont des aventures qui sont intéressantes. Bon, après, la bourrache, le souci, penser. Nos jardiniers sont bien là-dessus, mais ça... Ouais. Mais je ne ferai pas les insectes. Hein. Du jardin. Pierre. Oui, la question est très personnelle. Quand tu fais une cuisine à l'autre bout du monde, est-ce que tu prends tes produits et que tu importes avec toi, ou est-ce que tu improvises à partir des jardins locaux? Oui, en général. Bon, à l'autre bout du monde, c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand on a des dîners pas trop loin, on voyage avec nos légumes. Mais sinon, là, on rentre de Tasmanie. On est allé faire 3 dîners là-bas. Il y a quand même des pays dans le monde où il y a quand même des très belles choses. Il y a quand même des endroits où il y a encore... les produits de la mer sont superbes. Et on trouve quand même sur place des garçons qui ont notre démarche de faire justement des produits 100% naturels. Ouais. Merci. Vous le mentionnez tout à l'heure, mais vous parliez de documentaire sur vous. Je pense que vous parliez du Chief's Table. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et bien justement, je me demandais, parce que c'est complètement différent de vous voir intervenir ici et vous voir dans un documentaire beaucoup plus scénarisé. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce documentaire? Du bien. Ouais. Du bien, ouais. D'abord, je pense que c'est une série qui est très qualité. Hein, il y a quand même de très beaux documentaires sur les autres chefs aussi. Et puis... on a dit oui parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, un restaurant, c'est aussi une entreprise. Hein, avec Netflix, aujourd'hui, ça doit être plus de 100 millions d'abonnés dans le monde. Ça a fait connaître la maison dans le monde entier. Et que David Gelb est un garçon de grande qualité, qui fait des jolies choses. Et puis, j'avais vraiment envie de montrer un petit peu ma démarche, ma défense des saisons et de la nature. Hein, je crois que c'était vraiment un moyen fabuleux pour faire voir justement notre travail, valoriser un autre métier qui est le jardinier, et puis valoriser la nature et faire voir que, en fin de compte, on peut, parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'on ne peut plus avoir une carotte d'une façon naturelle, que c'est plus possible.
nous, on a montré qu'on pouvait le faire, hein, effectivement, grâce à un jardin qui est totalement en écosystème, où il y a une vie animale qui est très importante et qui régule justement tout l'écosystème. Merci beaucoup. Merci à tous. Encore une petite? Alors, Bon, on la fera pardon, mais on va parler. Là. hein. Et merci à Alain Passard d'avoir. Merci à toi, Alain, c'est toi. Merci à vous. Hein. Bonne table ce soir.